Les horaires varient selon les pendules, les montres, les téléphones, mais bon, admettons que par convention, il est 9h30 et que donc nous allons commencer notre journée. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver dans ce vocabulaire qui est apparu de présentiel. Des réalités élémentaires sont maintenant transformées en concepts heureux. Donc, avec les limites de fréquentation qui sont encore imposées. Les orateurs parleront sans masque, mais dès que je changerai d'état et que je rejoindrai la salle, je remettrai mon masque. Et puis, tout est enregistré, donc sera disponible ensuite sur Internet, en ligne. Et pour les questions qui vont surgir après chaque exposé, les questions ne seront pas enregistrées, et nous ne pourrons pas passer des micros, donc il faudra que vous vous leviez et que vous parliez suffisamment fort pour que chacun ait le bénéfice de votre questionnement. Et tout ça est praticable aisément dans une salle qui a une bonne acoustique. Le collège a été bien rénové par Jacques Glominski, qui malheureusement nous a quittés, frappé par le coronavirus. Et c'est à lui que nous devons beaucoup de choses ici. Je salue sa mémoire avec émotion. Donc nous sommes là pour une journée de colloque qui est dans cet amphithéâtre qui a donc rouvert ses portes. Et ce colloque est consacré au travail des artistes, non pas vu depuis l'intérieur du processus de création, comme je me suis risqué à y aller voir durant les 2 années de cours suspendues par une année blanche, sabbatique, que j'ai consacré à cette question, mais au travail des artistes comme monde d'emploi, de professionnalisation et de rémunération, et comme univers de relations transactionnelles avec les professionnels des marchés, que sont les éditeurs, les producteurs et professionnels de cinéma, les galeristes, les marchands d'art, les critiques, et maintenant les influenceurs et les divers prescripteurs. Sur l'affiche de ce colloque, qui donne le ton, figure un portrait de Daniel Cordier, grand marchand d'art, dont il va être question dès ce matin, et aussi grande figure de l'histoire contemporaine, disparue à l'âge de 100 ans il y a quelques mois. Et je pense que c'était aussi une occasion de célébrer de grandes figures de ce monde. Artistes, bien sûr, mais aussi professionnels. Comme l'indique le programme de ce colloque, nous nous situerons essentiellement dans l'univers des arts visuels, stricto sensu, les arts plastiques, mais qu'on appelle aussi arts visuels, et l'argot sensu, puisque je vais y inclure la bande dessinée et le cinéma, dont il sera question aussi. Les coordonnées temporelles des explorations que nous vous proposons avec nos intervenantes et nos intervenants sont essentiellement celles du 20e et du 21e siècle, puisque nous irons des rouages de la consécration à l'ère de la modernité picturale et marchande de la première moitié du XXe siècle jusqu'à la condition contemporaine des artistes et créateurs. Après les coordonnées temporelles, les coordonnées spatiales, toutes les présentations, sauf une, porteront sur la situation française du passé et du présent, mais si nous voyagerons aussi vers Hollywood à la fin de la journée, mais par une connexion Zoom, puisque notre intervenante revient des États-Unis et le temps de la quarantaine de 7 jours qui lui est imposé interdit qu'elle soit présente. Donc si nous voyagerons aussi vers Hollywood pour nous familiariser avec les transformations du système de production cinématographique et audiovisuelle là-bas, sous l'influence de certaines innovations technologiques dites intelligentes, nous pouvons imaginer que ce voyage là-bas est une anticipation de transformations qui se diffuseront hors de leur site nord-américain de développement et vers le reste du monde, même si maintenant le monde est multipolaire. Les recherches sur les conditions des artistes font partie de champs de recherche qui sont devenus très actifs en France, notamment sous l'impulsion de Pierre Bourdieu et de Raymond de Moulin, et au plan international depuis les années 1980 principalement. Sans doute faut-il voir dans cet élan de recherche l'indice du développement d'une science sociale mieux armée pour explorer des univers très hétérogènes, parfois rétifs à l'objectivation, et ce, à l'aide d'outils empiriques et statistiques et de méthodes complémentairement quantitatives et qualitatives, désormais utilisées de manière robuste et mieux étayées empiriquement. Il faut y voir aussi l'intérêt croissant des États
pour la condition des artistes dans le cadre des politiques culturelles qu'ils ont développées. Ici, en France, beaucoup de données, de connaissances ont été produites, notamment grâce à des départements comme le département des études du ministère de la Culture, et souvent en collaboration avec l'INSEE, et évidemment par les chercheurs universitaires et des grands centres de recherche dont, par exemple, ce département a beaucoup financé les travaux depuis très longtemps. Et je salue ici la mémoire des fondateurs de ce département. Nous aurons une illustration directe de ce processus tout à l'heure. Mais la recherche se fait aussi par son mouvement propre. La solidité des travaux qui ont été réalisés a permis de faire rayonner une culture de la connaissance sociologique et statistique au sein des organismes qui sont en charge des divers secteurs de la création artistique, au sein des organismes qui sont aussi en charge des droits patrimoniaux et des droits sociaux des artistes, et plus largement dans le monde professionnel des arts, organisés en associations, en syndicats, en groupements professionnels de diverses natures. Je ne parle évidemment pas du monde de la recherche proprement dit, où ce domaine d'études a trouvé sa place. Comme toujours, le pari de la recherche, c'est d'obtenir la meilleure combinaison entre des données originales et inédites, des questionnements théoriques nouveaux ou pionniers, des méthodes robustes et possiblement innovantes, et une production convaincante de résultats. Convaincante, je dis, car la recherche doit pouvoir être appropriée par les milieux professionnels, à commencer par les artistes, qui sont tous, sauf des acteurs sociaux, mus par des passions myopes. Les artistes sont non seulement plus experts dans la connaissance des rouages juridiques et économiques de leur système de travail qu'avant, puisque leurs droits sociaux et patrimoniaux ont été progressivement consolidés et qu'elles et ils cherchent les voies et moyens de rendre individuellement et collectivement soutenables des métiers et des carrières pétris de prise de risques, de succès incertains et d'inégalités élevées de réputation et de rémunération. Mais les artistes sont aussi des manieurs virtuoses de la réflexivité critique à l'égard de leur monde d'activité et de leur rouage, nous le verrons. Ils se demandent bien naturellement ce que vaut leur travail, en observant les disjonctions entre quantité, qualité et prix de ce travail. Le travail indépendant des artistes-auteurs, dont il sera beaucoup question dans les exposés d'aujourd'hui, met en jeu des transactions bilatérales diversement régulées. Elles font l'objet de contrats, et même si nous savons depuis Durkheim que tout n'est pas contractuel dans le contrat, ces contrats sont des matières essentielles à explorer, car ils disposent les uns par rapport aux autres ou les uns face aux autres, les acteurs de toute activité de production et de commercialisation des œuvres. La sociologie aime souligner toute la dimension collective et interactionnelle de la production de la valeur. Mais les sociologues ne sont pas les seuls à le faire. Nos intervenantes et intervenants de ce colloque viennent principalement de deux univers disciplinaires, la sociologie et l'histoire, y compris l'histoire de l'art, avec les liens que leurs travaux peuvent tisser, très souvent avec l'économie et avec le droit. Il n'en faut pas moins pour avancer dans la connaissance des mondes artistiques et de leur transformation constante. À la fin de cette journée et avant ma propre conclusion, nous verrons et entendrons une intervention enregistrée en vidéo de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture. Depuis plusieurs années, avec une intensité croissante depuis quelques mois, du fait de la crise sanitaire, la question de la rémunération des créateurs a fait l'objet d'expertises dans des associations et collectifs professionnels, d'expertises juridiques et économiques, dans le monde académique et professionnel, et de revendications. La ministre de la Culture et son cabinet connaissent les travaux de recherche qui sont menés sur ces sujets et les travaux de mobilisation aussi. Des contacts ont été pris par le cabinet de la ministre de la Culture avec le Collège de France, car la ministre souhaitait marquer son intérêt pour la recherche et pour ce colloque. Avec Thomas Remer, notre administrateur du Collège de France, nous avons proposé à la ministre d'intervenir en fin de colloque et de débattre avant ma propre conclusion. Mais l'agenda ministériel s'est mis en travers de ce projet.
La solution de substitution qui a été choisie est une courte intervention en vidéo qui a été enregistrée par Madame Bachelot-Narquin et qui est donc non interactive. Nous ne pourrons pas lui poser de questions et que les équipes techniques du collège diffuseront avant ma propre conclusion. Nous pourrons ensuite échanger entre nous sur l'ensemble des travaux présentés dans cette journée de colloque, interventions ministérielles comprises. Je vous rappelle brièvement le protocole de cette journée. Nous retrouvons notre capacité d'échange avec un public présent et donc doté d'une capacité sans doute illimitée de questionnement. Chaque exposé qui sera fait par nos intervenantes et nos intervenants qui sont là sera suivi de 10 à 15 minutes de questions-réponses et nous rythmerons ainsi la journée par bloc de 45 minutes entrecoupés par 3 pauses à 11h15 pour un quart d'heure, à 13h pour 1h30 avant reprise de nos travaux à 14h30 et puis à 16h pour encore une fois un quart d'heure. Et nous terminerons en principe notre journée autour de 17h30. Voilà. Je nous souhaite, pour ce moment qui nous est cher de réouverture, en tout cas pour moi, des salles du collège, après un enseignement devant des amphithéâtres presque vides pendant la pandémie, et qui n'est pas terminée, mais dans peut-être la phase la plus critique est peut-être derrière nous. Et donc, j'ai le plaisir maintenant de retrouver l'interaction, ce qui est une valeur extrêmement chère à un praticien des sciences sociales. Je nous souhaite donc à tous une bonne journée de travail pour ce colloque. Et je vous présente tout de suite la première intervenante, qui est Sophie Crass, qui est maître de conférence. Vous avez indiqué dans votre CV maître, et alors que Julie a indiqué maîtresse, donc je ne sais plus très bien comment ça fonctionne, mais la liberté est une excellente chose. Et donc je prends ce que j'ai en main, maître de conférence en histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et vous avez publié notamment, je le signale, comme je le signalerai pour tous nos intervenants, un ou deux livres ou articles qui sont, je ne vais pas les énumérer tous, ça prendrait trop de temps, mais les ressources d'Internet vous permettent de faire connaissance avec tous nos intervenants très facilement. Vous avez publié notamment L'économie à l'épreuve de l'art, art et capitalisme dans les années 60 aux presses du réel, et une traduction du livre est parue à Yale University Press. Voilà, je vous donne la parole et je vous remercie d'avoir accepté, comme tous les intervenants, de venir nous rejoindre ici.